je me félicite d'être si nombreux, c'est que ces questions sont vraiment des questions lourdes qui interpellent tout le monde, qui nous amènent à tenter d'analyser. Le professeur Legrand a dit que ça sera une analyse sociologique, c'est écrit ainsi dans la fiche même. Le problème, c'est que la sociologie est munie parfois devant de réalités aussi extrêmes, aussi difficiles, quoi. C'est pour ça que l'approche conjointe de la psychologie et d'autres choses, et au-delà de toute une réflexion, je dirais, humaine sur cette réalité, au-delà de toutes les disciplines, parce que ces disciplines sont nées pour analyser des réalités entre guillemets ordinaires de la vie quotidienne, même si parfois très difficiles. Et elles sont parfois démunies à comprendre des gestes aussi radicaux que ceux de jeunes qui partent et qui, en chantant vers la mort, c'est vrai que ce n'est pas nouveau dans l'histoire. Donc on va essayer d'analyser. J'avais noté de prendre distance. Dans ces événements, j'avais déjà vécu la même chose au moment du 11 septembre, que dans ces moments dramatiques, dramatisés aussi par les médias, par les passages en boucle des images, parfois on manque de recul sur les réalités, et donc il est important de prendre distance si possible, mais aussi pour avancer en regardant peut-être plus loin et au-delà, et en aval et plus loin de l'événement, ou des événements tragiques qui nous frappent, quoi. Donc c'est un peu ça qu'on va essayer de faire. Je ne sais pas si c'est de la sociologie, pas tellement tout qu'on fait, je ne sais pas bien. J'avais pensé de mettre quelques prémices d'abord, justement pour voir si parvenir à prendre distance, dire quelque chose sur le processus de radicalisation, mais nous avons vu le film de Madame Bouzard qui travaille très bien sur ces questions. Je me limiterai à dire ce en quoi je compléterai le discours de Madame Bouzard par rapport à l'analyse tout à fait intéressante qu'elle fait, pour passer ensuite justement à quelques points vraiment rapidement sur cette nécessité peut-être, pour dans une vision plus de moyen long terme, de regarder plus loin, et en se méfiant enfin de quelques obstacles que nous tous, aussi bien de non-musulmans que des musulmans aujourd'hui, nous devons dépasser. D'ailleurs, j'évoque ici la référence directe à musulmans et non-musulmans, parce que de plus en plus, depuis au moins 7 ou 8 ans, je ne parviens plus à raisonner ces questions qu'en termes de réciprocité, d'action réciproque, de regard réciproque et d'action réciproque. Parce qu'il n'y a rien à faire, désormais nous cohabitons sur le même espace, nous sommes dans le même bateau pour le dire simplement, et il n'y a rien à faire, on ne peut plus que raisonner en étant attentif au regard de l'autre, à comment l'autre pose les questions et réciproquement des deux côtés, et en sachant qu'on ne peut s'en sortir de ces situations que en travaillant avec ceux qui le veulent travailler ensemble. C'est ce que j'avais dit dans un concept qui est un peu compliqué. J'avais parlé de co-inclusion réciproque. La nécessité que mon regard inclue le regard de l'autre et soit capable, ça ne veut pas dire, comme je le dirai tout à l'heure, un dialogue naïf, une sorte de renonciation à ce qu'on est, mais en sachant qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous est ce qu'on est, seulement s'il est capable d'inclure l'autre dans ce que nous sommes. Les identités sont relationnelles, mais en même temps substantielles. Mais alors, juste pour prendre un peu de recul, simplement pour rappeler que la radicalisation politique, en sciences politiques, les radicalisations, c'est-à-dire des formes d'acteurs, de groupes qui voient le monde de manière binaire, quel qu'il soit, les bons et les mauvais, nous et les autres, de manière exclusive, qui sont à la recherche d'une solution, d'obtenir tout et tout de suite, donc ils n'ont pas la patience du temps. Donc une critique des modalités de la démocratie, par exemple, qui demande un processus long, qui demande des processus longs, qui demande de la patience, qui demande de la négociation, tout et tout de suite, qui envisage des pratiques
dirais, en dehors de ceux qui sont des processus mis en place, pratiques de masse, de type révolutionnaire ou pratiques armées, et qui requièrent un engagement total. Alors ce processus qui est commun à tous les processus de radicalisation, qu'ils soient des radicalisations idéologico-politiques, de droite ou de gauche. Nous les avons connus. M. Van Berbeek rappelait l'histoire du XXe siècle. Nous avons connu ces radicalisations, le communisme versus le fascisme et réciproquement, ou nationaliste, tout simplement. Et aujourd'hui, nous connaissons celles également de matrice islamique, et nous les connaissons depuis, c'est une histoire qui est maintenant à 40, 50 ans en gros. C'est à partir de ce moment que la nouvelle forme de radicalisme, ou de nouvelles formes de radicalisme musulman sont apparues à la scène du monde et qui ont pris des dimensions différentes. Dans les années 70-80, le radicalisme motivé ou référencé à l'islam était surtout un radicalisme qui est apparu en Égypte, qui est apparu au Maroc, qui est apparu en Tunisie ou dans d'autres pays, et qui avait le but avant tout de transformer les sociétés musulmanes elles-mêmes. Les groupes de radicaux égyptiens, par exemple, s'en prenaient à tout l'héritage nassérien, ils s'en sont pris à Sadat, ils s'en sont pris au Maroc également. Des groupes voulaient, voilà, réformer, changer, modifier le tournant pris par les États nationaux qui étaient arrivés à l'indépendance nationale à l'enseigne de la laïcité, du socialisme arabe, de tout ce que vous voulez. On a vu à partir des années 90, entre autres après l'événement de Khomeini au pouvoir en Iran, en 79, on a vu là apparaître une nouvelle forme de radicalisme qui alors juxtaposait. On faisait une fuite en avant, ça dépend des interprétations et des situations, juxtaposé à ce radicalisme national, un radicalisme international, une visée internationaliste, qui aura son apogée, son aboutissement, qui se juxtaposait donc au radicalisme national, et cet internationalisme alors avait un autre ennemi, visait une autre chose, non plus seulement les pouvoirs nationaux, mais également les pouvoirs mondiaux ou les pouvoirs dominant le monde ou supposés dominer le monde, et qui a eu comme aboutissement l'action d'Al-Qaïda au 11 septembre. Ceci s'est prolongé dans les années 2010 avec une série d'attentats qui semblaient être une sorte, à mes yeux, qui me semblait être un peu le dernier coup de queue du dragon, quelque part, le dernier. Et puis, à partir de 2011, en se greffant sur les incertitudes liées au printemps arabe, on a vu ressurgir d'autres et de nouveaux phénomènes, avec une articulation nouvelle entre le national et le global et l'international, et en plus avec cette dimension nouvelle qui est celle de cette globalisation induite par l'Internet. Donc on est là dans une conjoncture actuelle dont l'horizon est difficile à dessiner. Il n'y a pas de prophète pouvant dire ce qu'elle adviendra de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde musulman et à l'extérieur. Et donc nous sommes dans cette situation d'incertitude qui accroît l'incertitude parce qu'on ne sait pas bien vers où on va aller, vers où cette réalité va nous amener. Ce qui n'empêche que dans cette incertitude, il faut agir pour tenter de faire advenir quelque chose. Alors, autre prémisse concernant, pour prendre un peu de recul, ce départ des jeunes au combat dans une idéologie djihadiste. Encore une fois, on a vu d'autres épisodes de jeunes qui sont partis dans l'histoire pour d'autres causes et pour d'autres événements. Eh bien, ce qui aujourd'hui, dans l'espace européen, et si on compare, et en Belgique, et si on compare aux tranches d'âge plus ou moins équivalentes de ces jeunes qui partent en gros entre 18 et 35 ans ou quelque part par là, eh bien, on est environ à 1 pour 1000 de la population jeune ici. Ce qui n'est pas énorme, mais en même temps, c'est déjà 1 pour 1000 de trop, quelque part, mais la réalité est celle-là. Évidemment, même si ils ne sont pas nombreux,
Et ce sont des actes lourds de conséquences pour eux-mêmes et pour leur famille, pour ceux qui sont victimes, pour la société. Donc on est devant ce phénomène, vraiment presque à l'effet papillon, donc tout compte fait des phénomènes limités en ce qui nous concerne, en ce qui nous concerne ici. Ce n'est pas en ce qui concerne la Syrie ou l'Irak ou d'autres, mais en ce qui nous concerne, ils ne sont pas énormes, mais en même temps, ils sont des phénomènes très lourds sur le plan moral, sur le plan humain et sur le plan des conséquences. Conséquences qui sont des conséquences aujourd'hui, aussi bien pour tout le monde, encore une fois, sont des conséquences pour les non-musulmans, sont des conséquences pour les musulmans qui les vivent, outre que les personnes directement concernées. Voilà, donc c'est quelques prémices juste pour situer les choses. Maintenant, un petit mot sur la radicalisation, sur ces processus. Voilà ce que M. Legrand disait, l'analyse sociologique, mais j'ai tenté, mais Mme Bouzard a dit une partie au moins des choses essentielles. J'ai tenté de ramasser tout ce qu'on peut dire à partir des sciences sociales, moins de la psychologie, mais plutôt de la psychologie sociale, de la sociologie ou d'autres. Mais de toute manière, je passerai rapidement. Ce qui me frappe, ce que je voulais dire pour commencer, c'est que prendre en compte le fait que cette décision au départ nous amène dans un univers très complexe, une décision et une réalité très complexes, à des multiples facettes. Ce qui est important à retenir, surtout si on veut faire de la prévention, me semble-t-il, parce qu'on ne peut pas s'attaquer seulement à une question, à un aspect. On est devant une réalité complexe. Et là, j'en veux un peu à quelques regards un peu simplistes sur cette réalité. Par exemple, le premier regard simpliste est de dire « mais la cause de ces départs, c'est parce que ces jeunes sont au chômage ». La cause, c'est ou bien c'est la situation de discrimination à l'emploi. Je ne dis pas qu'il y a, évidemment, il y a du chômage qui frappe ces jeunes, il y a de la discrimination à l'emploi, ça serait à discuter, mais certainement aussi, probablement aussi. Mais ce n'est pas suffisant, c'est un des arguments possibles. Pourquoi? Mais parce que pour deux raisons toutes simples. Parce que si c'était vrai, alors ça aurait des effets bien plus larges. Alors qu'il y a un tas de jeunes qui sont au chômage et qui heureusement ne partent pas au combat. Et d'autre part, parmi ces jeunes, comme souvent dans ces processus de radicalisation, ce ne sont pas nécessairement des gens émarginés, des gens marginalisés au chômage qui partent. Au contraire, ce sont parmi ces jeunes des jeunes qui ont une profession, qui sont entre guillemets intégrés et qui partent quand même. Donc l'explication par la dimension socio-économique, c'est vraiment du réductivisme socio-économique. Or, ce n'est pas suffisant. L'autre explication qui n'est pas suffisante non plus, c'est le discours individualiste, qui vient beaucoup de ceux qui analysent les départs à partir notamment de l'Internet, et ils disent, voilà, ce sont des jeunes seuls devant leur écran, qui pianotent leur écran, etc. Mais non, 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 ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas d'être devant leur écran. On sait dans la sociologie des médias que toute toute réalité médiatique, quelle qu'elle soit, suppose toujours une communauté interprétative, que ce soit le petit frère, que ce soit l'autre, on est toujours dans un contexte d'interprétation qui est toujours un collectif. Vient de quelque part le fait que regarder ces vidéos sur Internet nous amène, à nous convaincre pour le départ. Donc on est devant, ne pas oublier, évidemment, je fais mon métier de sociologue, la dimension sociologique, la dimension sociale. D'ailleurs, elle est dans la décision du départ. N'en parlons pas pour le processus de partir et n'en parlons pas au processus d'arrivée. Au moment d'arriver, le collectif social concret est toujours présent. 3, voilà un discours un peu objectivant mais méprisant. Par exemple, qui s'accroche peut-être au premier, mais qui consiste à dire, par exemple, Olivier Roy revient toujours, ce politologue très écouté et qui m'énerve profondément, qui dit ils sont des losers, ils sont des perdants, ces jeunes qui partent. Bien sûr, parmi ces jeunes, il y a des perdants. Bien sûr, mais un peu de respect, s'il vous plaît. Ce ne sont pas tous des perdants et automatiquement des têtes brûlées. Il y a certainement parmi eux aussi, et donc il y a une complexité. Mais, autrement dit, je veux dire, à la limite, si c'était seulement des perdants et des têtes brûlées, ça serait simple. Ça serait simple. Le problème, c'est que c'est plus complexe, cette décision de partir. On est devant un phénomène beaucoup plus lourd de conséquences et beaucoup plus gros. Et alors, dernier point, et ça sera mon dernier point, ok,
Maintenant, on est braqué sur le radicalisme, mais essayons aussi de regarder un peu plus loin, de regarder un peu plus en amont, et ça sera mon 4e point de ma présentation. Donc c'est à 12h15 que je dois terminer. Oui. Alors, faisons alors ce cheminement d'un processus de radicalisation, mais il a été fait par Mme Bouzard, M. Van der Beek a aussi évoqué des points là-dessus. Mais au départ, il y a toujours quelque part un manque, me semble-t-il, quelque chose, une aspiration qui ne trouve pas de résultat, qui ne trouve pas... Ce que je dis sociologiquement, c'est que ce manque n'est jamais seulement objectif, il est aussi construit. Il est aussi quelque part construit par un discours. Ce n'est pas seulement parce que je suis au chômage, encore une fois je le dis, ce n'est pas seulement parce que je partage ou je souffre pour ce que les Palestiniens souffrent à Gaza que je pars. Il y a toujours un processus de construction de ce manque. Ce manque est une réalité construite, vous voyez là le sociologue, qui amène au départ, qui amène à la rupture, et c'est sur quoi Mme Bouzard insiste beaucoup dans ses ouvrages, d'ailleurs intéressants pour comprendre cette décision de rupture, et un peu ce qui apparaissait dans la vidéo, cette processus par lequel à un certain moment on entre, et c'est un processus de type sectaire, mais c'est le seul moment, me semble-t-il, de toute l'analyse où la comparaison peut se faire avec le mouvement sectaire. Parce qu'après on passe dans d'autres registres, on doit inclure d'autres dimensions, cette rupture que l'on fait avec son environnement, sa famille pour commencer, ses amis, le mode de vie, etc. Et on entre dans un autre univers, dans un autre monde. Ce qui m'intéresse à partir de là, c'est essayer, et c'est un peu un regard d'anthropologue peut-être, peut-être prendre trop au sérieux les motivations avec lesquelles des jeunes, à ce moment-là, disent les raisons pour lesquelles ils veulent partir. C'est là que je m'attarde un peu plus pour regarder ensemble l'ensemble des raisons qu'ils donnent. C'est peut-être des fausses raisons, moi je n'en sais rien, mais j'aime bien les entendre, j'aime bien écouter, mais pourquoi ? Pourquoi tu pars? Pourquoi tu décides? C'est souvent un cocktail aussi de maisons. Voilà, une première maison, et je prends ici des extraits de phrases de jeunes qu'ils ont mis ou sur Internet, ou sur Facebook, ou sur autre chose, ou des lettres qu'ils ont laissées à leurs parents, qui disent, belges ou français, qui disent pourquoi ils sont partis. Par exemple, c'est pour certains, il y a cette inspiration, une inspiration que je dirais une motivation. Il y a un ensemble, pardon, il y a un ensemble de motivations que je dirais centrées sur soi. J'ai fait une petite typologie de motivation. Donc, et les unes sont spirituelles et morales. Je vais mener une vie qui a un vrai but, un vrai sens. Le cœur doit être seulement pour Allah, c'est tout, c'est tout. Donc cet enthousiasme spirituel. Allah m'a fait aimer sa religion comme avant j'aimais toutes les choses qui sont haram, qui sont interdites. Donc là, il y a le passage qui est très fréquent. J'ai quitté tout ce qui... j'ai dealé, je ferai des petits larcins, etc. J'ai quitté cela et je suis ailleurs. Pardon. Parfois, la motivation est de type héroïque. Et là, dans l'imaginaire musulman, il y a assez bien d'imaginaires qui sont ceux du guerrier combattant, quelque part, du guerrier au combat. Aujourd'hui, on est là, on est plus à cheval, on est sur un 4x4, un pick-up et une Kalachnikov. Donc, il y a là une motivation où on se prend pour un héros. On est toujours dans l'ordre de... Parfois aussi, il y a une motivation qui procède d'une vision nihiliste. Aussi, on insiste beaucoup là-dessus. Moi, je n'en trouve pas tellement, mais parfois, alors, elle est déguisée quelque part. Ici, c'est ce leader belge qui dit il n'y a que Allah, le reste ne compte pas. Donc, à la comparaison, il n'y a rien qui compte, c'est ce que je crois être la parole d'Allah. Il y a aussi, et là, pourrait me poser des questions par rapport à nos sociétés contemporaines, une sorte de, et je ne sais pas ce que le psychologue en dit, ça m'intéresserait, une sorte de désir d'être acteur, désir d'être une protagoniste dans un monde,
dans un monde qui est le monde qui se sont construits, celui de la Oumma djihadiste, de la Oumma vers lequel ils vont, monde qui est lu par ce monde-là, mais qui le permet de donner l'impression, ça je n'en sais rien, ou d'être comme un protagoniste, comme un acteur. Et là, moi, évidemment, je me pose la question en miroir, mais en quoi, dans la société contemporaine, des jeunes peuvent être acteurs? On a déjà vu en mai 68 des jeunes qui voulaient être acteurs de leur société. Et le mouvement mai 68 est né quelque part à partir de cela. Or, je me dis, mais dans nos sociétés, pouvons-nous être acteurs et en quoi pouvons-nous être acteurs et jusqu'où pour adhérer, pour rencontrer justement ces aspirations dont vous parliez. Et là, évidemment, le sociologue que je suis a dans la tête toutes les analyses de Luhmann. Luhmann, c'est sociologue allemand qui pousse à l'extrême la logique de l'absence des acteurs et dit le monde, le contemporain n'est plus qu'un monde d'articulation de systèmes. Des systèmes séparés l'une de l'autre, qui fonctionnent en système, c'est-à-dire qui fonctionnent par eux-mêmes, dans lesquels les acteurs ne sont plus acteurs de processus sociaux, mais des rouages de systèmes, quels qu'ils soient. Système économique, système culturel. Donc ça, c'était l'analyse hallucinante de Luhmann, parce qu'on est dans une sorte de mécanique, de système mécanique qui écrase ou qui interdit aux acteurs, sauf éventuellement, les acteurs alors deviennent libres dans leur subjectivité, deviennent acteurs de leur sexualité, de leur subjectivité, mais dans la société deviennent des rouages de système. Alors là, il y a une interrogation, ce qui ici nous envoie à cette que je prends vraiment tel quel de Luhmann, qui m'a toujours frappé, qui ne m'a jamais convaincu totalement, parce que j'ai dit c'est pas possible, parce que je vois des acteurs qui sont acteurs dans le politique, mais en même temps, lui, il dit attention, c'est qu'une apparence d'acteur. Le cadre dans lequel ces acteurs jouent est un cadre bouclé, est un cadre déterminé dans lequel ils ne sont que voilà, des pièces de cette, évidemment, par rapport à un idéalisme éventuel. Alors, d'autres motivations sont centrées sur les autres. Donc, les premières sont centrées sur soi, d'autres sont centrées sur les autres. Alors, carrément, voilà ce père bruxellois qui disait Yanis est un idéaliste, il cherchait une cause, il a commencé à s'intéresser à l'islam, à regarder les vidéos de ce qui se passait en Syrie. Et là, on était au début de la révolution syrienne, mais il n'a jamais tenu de propos radicaux. Donc, il part pour aider les musulmans, pour aider des gens en souffrance, comme beaucoup de jeunes, d'ailleurs, sont motivés dans le développement ou dans l'humanitaire ou dans d'autres choses. Pour d'autres, alors là, c'est une autre solidarité qui n'est plus par rapport à ces populations bombardées par ce régime syrien cruel et assez cynique, mais sont d'autres qui vont par solidarité à des combattants, à des gens qui sont partis. Alors là, c'est tous les jeux de l'imitation qui interviennent. Il faudrait faire du travail sur l'imitation. Alors voilà, Suleiman qui est parti avec son épouse Clémence, de jeunes qui se sont convertis et puis se sont rencontrés sur des sites de rencontres musulmans et qui disent, voilà, le déclic, ça a été en voyant la vidéo d'une sœur, une Française, convertie elle aussi, qui est partie en Syrie pour se marier. Et là, quand j'ai vu sa vidéo, j'ai eu honte de moi. Je me suis dit, mais c'est pas possible, si elle l'a fait, moi, je n'ai pas d'excuses. Et d'autres racontent un peu la même chose, cette imitation qui devient palpable, entre autres par les Facebook, par les images qui sont là, ou d'une solidarité. Et là, il y aurait toute une sociologie de l'imitation à faire, de la construction de la solidarité à faire. D'autres, alors, ils sont dans toute une autre logique, une logique idéologique, oppositionnelle. C'est Samy qui dit, si Dieu le veut, on va mettre le drapeau sur Jérusalem et sur la Maison Blanche. Là, on est dans l'idéologie, dans la contraposition qui s'inscrit dans un certain discours musulman depuis 40 ou 50 ans, dans certains discours, dans certaines franges des frères musulmans ou d'autres, l'opposition radicale islam versus Occident. Voilà, on mettra le drapeau sur Jérusalem, dans ce cas c'est le monde juif, Israël, et sur la Maison Blanche. Si Dieu le veut, alors ici c'est l'autre référence à un leader, si Dieu le veut,
c'est avec cet homme qui est arrivé en Syrie, qui nous vient de Belgique, il nous montre ce qu'est un bon musulman. Je reviendrai ensuite sur le leader, je crois qu'il parlait là du cheikh Bassam qui est parti en Syrie, après que son fils, qui était aussi parti, est mort au combat en Syrie. Donc, opposition idéologico-politique. Voilà, ici encore une fois, c'est belge, Abou Oumar, qui a joué aussi un rôle dans le recrutement des jeunes. Ils se sont rassemblés, alors là, on entre dans un langage épique quelque part. Ils se sont rassemblés, les ennemis d'Allah et les ennemis de l'islam, se sont rassemblés dans le monde entier. Que ce soit en commençant par les soi-disant bouddhistes pacifiques qui exterminent, décapitent, déchiquetent et qui mangent voilà, les musulmans en Asie. Là, il fait référence à cette minorité pas au Cambodge, en Birmanie. Une minorité musulmane qui est véritablement réprimée par une opposition bouddhiste radicale, et là qui devient l'emblème, encore une fois, l'emblème d'une souffrance, et puis il faisait référence au Mali. Les Occidentaux ou les chiites, qu'Allah les maudisse, ils se sont tous rassemblés contre les musulmans sunnites. Là, on est vraiment dans un imaginaire oppositionnel et dans des motivations. Et parfois, ce sont des motivations d'autre nature. On insiste beaucoup, et Mme Bouzard insiste beaucoup dans sa vidéo sur ces théories du complot, sur la fin des temps ou quoi. Ok, elles circulent, elles sont les Illuminati ou des choses comme ça, elles circulent parmi les musulmans et sur le web, mais il ne faudrait pas réduire tout, encore une fois, réduire tout à ce discours affabulateur. Hein. Mais alors d'autres, tout simplement, c'est une vision future. Ils cherchaient le martyr, ils voulaient instaurer le califat. Alors, aussi ces discours émouvants. Pensons à un parent qui reçoit une lettre et qui lui dit « Je vous aime, hélas, la fin est proche, on se verra peut-être au paradis. » C'est quand même quelque chose de poignant. Aussi ce tiraillement de ces jeunes qui partent parce qu'ils sentent qu'ils doivent partir. C'est pour ça que je n'aime pas quand on traite, même Mme Bouzard parfois, mais quand on traite ces départs comme ça. Ok, ils sont indoctrinés, donc ils partent. Mais non, là, il y a une souffrance. Ils quittent les parents, ils s'en vont, quoi. Et ils sont là dans l'hésitation. Et parfois, alors, c'est l'idéalisation du djihad. Voilà, cette idéalisation du djihad qu'encore une fois, devant des images et ce pervers, parce que chez eux, il y a aussi des jeunes probablement pervers, comme dans toutes les guerres, qui alors commettent ces atrocités de décapitation ou quoi. Et ici, voilà, ce Yassine, voilà, qui aussi était un prothésiste, quelqu'un qui avait un bon métier de prothésiste dentaire, qui a quitté tout, quoi, et qui dit, voilà, le djihad, c'est écrit dans le Coran. Donc là, on est dans une idéalisation du djihad. Hein? Et le djihad, c'est écrit dans le Coran. Le combat est quelque chose que nos âmes répugnent. On n'y va pas pour le plaisir. Notre démarche s'y nourrit par la haine, alors que parfois d'autres nourrissent leur démarche par la haine. S'y nourrit par la haine, elle est gâtée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que devant Dieu, elle n'est pas acceptée. Toute notre démarche n'est qu'amour. Vous voyez quel paradoxe de regard, quoi, dans ce que nous regardons dans des combattants djihadistes. Et lui, il dit, notre démarche est par amour. Amour pour les gens qui sont ignorants. Alors que moi, je possède la vérité, comme a bien expliqué Mme Bouzard. Moi, je pense posséder la vérité, tandis que les autres sont ignorants. Amour pour les gens qui sont persécutés. Amour pour notre famille. Pour Dieu, pour notre religion, pour notre prophète et pour tous les prophètes révélés. Voilà, je termine avec ce mot de cette jeune fille qui a laissé cette lettre à sa mère. Maman, j'ai pris le courage à deux mains. J'ai décidé de partir de France. J'ai décidé de partir en Syrie. Et alors elle anticipe, elle dit, mais tu vas me dire, mais tu aurais pu partir ailleurs, aller en vacances, si tu voulais partir, faire quelque chose. Et moi, maman, je te dis que cette terre est bénie de Dieu. Et alors il y a toute la mythologie autour, tout le discours autour de la terre de Cham, la terre de Syrie et d'Égypte et d'Irak, qui est une terre bénite de Dieu, et donc il n'y a pas mieux sur terre. Voilà. Passons alors, pour ne pas continuer cela, mais je voulais montrer toute la complexité de ces motivations, les différences, la nécessité de ne pas regarder ces djihadistes, ces jeunes qui partent au djihad, que maintenant on qualifie, paf, les djihadistes, mais ce n'est pas un bloc, c'est un ensemble de motivations très complexes et très articulées, et avec des significations et des connotations très différentes. Alors,
on a vu le départ, là en bleu, les dimensions, les motivations au départ, mais il y a tout un autre, dans cette complexité du départ, toute une autre dimension, une dimension plus sociologique. Voilà, là aussi, qui est à la fois la prise en compte du tissu social réel, les amis, les frères, les sœurs, virtuels et imaginaires, l'imaginaire de la Mouma. Les trois où désormais se juxtaposent. La dimension imaginaire de la Mouma a toujours été présente dans l'islam. La dimension réelle, c'est les communautés musulmanes concrètes. Aujourd'hui, c'est cette dimension virtuelle qui est, je dirais, le réel, une composante du réel actuel. Mais alors, il y a aussi, et là, j'y pense souvent quand j'entends parler du processus de déradicalisation, le rôle de figure de référence. Là aussi, on les réduit à ceux qui endoctrinent ces jeunes. Eh oui, mais les endoctriner, ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. Il y a des figures de référence, et d'abord les figures de référence du classique, historique, la figure du prophète, la figure de ses compagnons, la figure aussi des valeureux combattants historiques. On les connaît dans la logique du combat. Les figures des martyrs actuels, des jeunes qui meurent au combat et qui deviennent à leur tour de martyrs. Mais alors, cette figure de leader, la figure de leader. Moi, je trouve que, évidemment, je n'ai pas interviewé des leaders, j'en ai connu quelques-uns de leaders dans le monde musulman, qui est celui qui est objet de mes recherches, j'en ai connu quelques-uns. Et il faut dire que si on veut faire du contre-leadership par rapport à ces leaders, alors il faudrait sacrément se retrousser les manches. Et il faudra que les musulmans, les leaders musulmans aujourd'hui, s'ils veulent, je dirais, contrecarrer la force charismatique de ces leaders-là, eh bien il faudra s'y mettre. Parce que ce sont des leaders que pour être tels, alors on peut dire qu'ils sont des manipulateurs, on peut prendre cet angle-là de vue. De dire ils manipulent ces jeunes, ils les mettent sous la contrainte. Mais moi j'ai envie de dire, mais s'ils ont un tel succès, quand même, c'est quand même, pour les quelques-uns que j'ai connus, c'est quand même des personnes qui payaient de leur vie. Donc c'est des gens qui, ou bien que s'ils, par hasard, ils jouaient le double jeu, qui n'étaient que des leaders en apparence, vite ils étaient débusqués. Donc c'est des leaders forts au point de vue de la personnalité. Donc ce ne sont pas simplement des administrateurs bureaucrates je dirais, de l'enthousiasme, ils sont forts, quoi. L'autre chose, ils doivent être crédibles. Crédibles par leur personnalité, crédibles aussi par les discours, parce que alors ces leaders sont capables de tenir aux jeunes ici, aux jeunes dans la situation ici, quand éventuellement ils les convainquent, ou dans la situation là-bas, qui n'est pas une situation tout rose, difficile, de dire le sens de la raison d'être là. Or, c'est un grand défi, par exemple, à la pensée et au discours musulman contemporain, de parvenir non pas seulement à dire des dogmes, à réciter des versets ou à dire des choses, mais à dire quel est le sens, qu'il y a une dimension tragique dans cette recherche, quel est le sens pour des jeunes musulmans d'être ici aujourd'hui. Et aussi pour des enseignants, capables de dire quel est le sens. Parce que, à tort ou à raison, de manière détournée, de manière terrible aussi, parce qu'ils les amènent à la mort, le problème c'est que ces leaders ont la force de dire un sens à ces jeunes de quelque chose. Comme souvent, ces leaders charismatiques qui dévient. Donc, on pourrait approfondir, j'ai essayé d'aller plus dans les détails dans cette sociologie d'un leadership fort. Ce n'est pas ici le moment, simplement pour dire l'interpellation que cela pose au monde de l'éducation en général, parmi les leaders ou les responsables musulmans, ou même dans l'enseignement en général. Et donc, encore une fois, pas de réductivisme pour liquider ces leaders aux simples endoctrineurs, comme ça, manipulateurs, sectaires faciles, quoi. Non, c'est beaucoup plus complexe, me semble-t-il. À partir de là, il y a ce cheminement qui les amène par des actes. Il y a tout aussi, on a réussi déjà à établir les cheminements pratiques par lesquels on amène progressivement
ces jeunes à l'engagement. Parce qu'une chose, c'est l'engagement théorique. Il y a déjà un engagement pratique au départ, et puis il y a un engagement pratique dans les armes, qui aboutit alors à cette injonction morale et à la nécessité d'agir, parfois nourrie de haine, avec cette distinction que j'ai trouvée chez une philosophe qui a travaillé sur les événements en ex-Yougoslavie, cette distinction entre la haine politique, donc nourrie de haine parfois, de la haine politique et la haine à l'égard d'un groupe, et ce qu'elle appelle une haine tragique, la haine qui s'adresse à toute personne appartenant à un groupe. Ce n'est pas le groupe qui est haï, le groupe collectivement, mais c'est toute personne qui appartient. Et c'est cette distinction qu'elle fait dans ce processus un peu de l'horreur qui est là. Et enfin, tout ce processus est traversé par autant de dimensions cognitives et émotionnelles. Encore une fois, pour réagir devant simplement l'idée que ce sont des jeunes ou des personnes qui ont reçu une piqûre de radicalisme et ils y vont avec leur piqûre. Non, il y a des raisons. Comme aurait dit Boudon, ils ont des bonnes raisons pour. Ils se sont donné des bonnes raisons pour. Donc on est dans un processus de rationalité ou de rationalisation, mais certainement il y a une raison d'être, et il y a une raison d'être d'agir. Et là, il y a toute l'interpellation aussi, et tout le regard sérieux, chose que des analystes ne font pas, apporté au discours, aux sémantiques en vigueur à l'intérieur du monde musulman, que ce soit dans l'univers radical et peut-être dans un univers plus autour. Cette distinction radicale entre croyants et infidèles et koufars, cette distinction radicale qui est venue entre alliance et haine, amour et haine. Je combats avec toute une terminologie classique ou résumée du passé de la sémantique musulmane et réactualisée dans des discours, dans un enseignement, et parfois dans un enseignement même ordinaire, qui développe cela. Cette idée de dire il faut aimer ceux qui sont dans la voie de Dieu, faire alliance avec eux, il faut haïr tous les autres. Il faut désavouer tous les autres. Ce monde en blanc et noir qui se construit, encore une fois, ce monde en blanc et noir ne vient pas de nulle part, il se construit intellectuellement. Et ça, ce sont des textes qu'on trouve dans le web, qui sont traduits, parfois véhiculés même dans un monde musulman de deuxième cercle, qui ne veut pas être radical, mais quelque part, il véhicule ce type de message. Le djihad et aujourd'hui tous les discours sur la hijra. Hijra, c'est la mémoire de l'exil du prophète qui, persécuté à la Mecque, quitte la Mecque et va vers Médine et va vers ailleurs. Aujourd'hui, le discours sur la hijra est théorisé, la nécessité de partir. Voilà alors tout un discours qui vient. Voilà ces Français ou ces Belges qui nous empêchent de partir, de faire notre hijra alors que c'est notre devoir. Donc ce que nous considérons comme une prévention de ces jeunes, en effet, il devient dans leur esprit une sorte de... Voilà, on nous empêche encore une fois, on nous brime, on nous empêche de partir, quoi. On nous empêche d'y aller. Parce que le discours, et encore une fois, cette idée ne vient pas de nulle part, c'est qu'elle s'alimente dans des enseignements, s'alimente dans... Donc je veux dire que si, notamment du côté musulman, et j'espère que ça viendra de manière vigoureuse, on veut alimenter ce qu'on appelait des contre-discours ou bien une autre, mais alors il faudra aller au cœur de ces sémantiques, au cœur de cette pensée qui s'est construite de la sorte, pour vraiment montrer à ces jeunes que, voilà, alors il faudra voir que ce que les musulmans veulent expliquer à ces jeunes en fonction de cela. Voilà, conditions... Oui, tout ceci, évidemment, a certaines conditions d'efficacité qui est celle de tous les langages orthodoxes, c'est-à-dire d'une réduction du vocabulaire. En effet, ces textes se ressemblent beaucoup, sont très semblables, mais justement, ils deviennent forts parce qu'ils sont très semblables et donc de l'ordre de la répétition. Donc ça, c'est la construction d'un univers de sens dans la raison. Mais il y a aussi une construction d'un univers de sens par l'émotion. Et là, le rôle de Facebook et de YouTube et de tous les outils, Twitter, devient central. Pourquoi? Parce qu'ils ne véhiculent pas seulement des paroles,
mais ils véhiculent des images et du son. On est là devant des univers totaux de culturalisation, de socialisation. Et parfois je ne passe pas beaucoup de temps, aussi parce que mon épouse ne veut pas, elle a peur que je parte au djihad, mais quand même, je passe quand même assez bien de temps à tenter de comprendre, de regarder ces choses. Et parfois, ils sont tellement bien faits, tellement prenants, au niveau de l'image, au niveau du son, au niveau de la parole, qu'on comprend comment, du point de vue émotionnel, des jeunes qui sont dans ce jeu-là puissent y aller. D'autant plus que les jeunes musulmans sont comme tous les jeunes d'aujourd'hui, c'est-à-dire ils ne sont pas leur identité, c'est-à-dire deux choses au moins, leur identité aujourd'hui se construisent non pas seulement par les groupes de pairs, qui était la vieille sociologie de l'adolescence, les groupes de pairs qui construisent, mais aujourd'hui ils se construisent par des groupes de pairs, donc d'égaux, de co-adolescents sur Facebook. Facebook devient un instrument de construction d'une identité sociale. Et donc, ils s'immergent dans cela. Et parce que ces jeunes ne vont pas seulement plus sur Internet, comme moi je vais sur Internet, eux sont dans Internet. Internet est une composante de leur socialisation et de leur identité. Et alors, ces discours qui se propagent, et là deviennent des instruments puissants. Ce qui aboutit, voilà ce que j'ai dit, juste pour une boutade. Vous savez que la Kalachnikov a été inventée par le général Kalachnikov. Et alors, Mr. Zuckerberg, l'inventeur ou le patron de Facebook, devient l'allié de Kalachnikov dans ce processus. Parce qu'on est devant des instruments technologiques de mort l'un et l'autre de socialisation. Voilà. Alors, je dépasse déjà encore 3 minutes. Encore 3 minutes, j'arrive à la fin. Alors, une dernière réflexion sur ce départ. Nous avons parlé de ce noyau qui part, qui quitte, mais il faut aussi savoir, et alors là c'est une sociologie qui serait à faire encore, mais ici c'est une première approximative, que ces jeunes, encore une fois, ne sont pas seuls. Autour d'eux, il y a des agitateurs que j'appelle velléitaires, un peu du style « armons-nous et partez hein, ». Armons-nous, partez au combat. Hein, armons-nous. Donc des gens qui agitent comme ça, hein, des gens qui agitent et qui montrent, j'en connais l'un ou l'autre, qui tiennent des propos radicaux, qui quelque part poussent derrière à dire que c'est inévitable de partir, mais qu'eux ne partent pas, mais quand même. Hein. Alors, des gens qui alors adhèrent sincèrement, qui ne poussent pas les autres, mais qui n'osent pas franchir le pas. Et là, ça serait intéressant de faire un travail avec ces jeunes qui sont là au seuil d'eux. Et alors, ce qui peut être inquiétant ou important à voir dans le milieu scolaire, ce que j'appellerais les butineurs d'émotions et de fragments de sens. Ces jeunes qui butinent comme ça des éléments de ces discours, qui les restituent en classe éventuellement, et peut-être auxquels nous ne savons pas répondre, ou les élèves ou les professeurs ne savent pas répondre, ou qui ont des fragments d'émotions en voyant ces causes qui sont là. Voilà. Je me suis laissé prendre du temps. Ceci étant dit, troisième point, au-delà de ce radicalisme, œuvrer pour une cité commune. Vraiment, n'en restons pas à méditer, à tenter de sortir au tire-bouchon. Ok, analysons le radicalisme, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Allons-y, quoi. Il ne faut plus hésiter. Ça fait trop d'années que musulmans et non-musulmans hésitent sur ce qu'il faut faire, continuent à tourner en rond autour des grosses questions. Allez, maintenant, il ne faut plus arrêter. On est vraiment à un point qui est là. Donc,
il faut lutter, bien sûr, sur le plan policier, c'est sûr que c'est indispensable, c'est sûr qu'il faut aussi une prévention immédiate qui est là. Mais après ça, qu'est-ce qu'on fait? Parce que si on ne fait rien, comme on n'a rien fait en 2011, comme on n'a rien fait en 99, en 95, quand on a vu les premiers jeunes se radicaliser, si on continue à ne rien faire, eh bien, ça ne s'arrangera pas tout seul. Alors, et entre autres, se demander, mais est-ce que ce radicalisme, on doit l'analyser en soi, c'est ce que je fais jusqu'ici, mais est-ce qu'il n'est pas aussi le symptôme plus profond concernant les relations entre musulmans et non-musulmans? Il est certainement le symptôme de quelque chose qui se passe dans le monde musulman. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a là les symptômes d'un malaise, ou à mon avis d'une sorte de voie sans issue dans laquelle une partie du monde musulman se fourvoyait dans les 30 ou 40 dernières années. Mais il y a aussi un symptôme de quelque chose qui ne va pas dans les relations. Relations évidemment inévitables, difficiles, de manière inévitable, parce qu'on est devant un phénomène historique de civilisation tout à fait extraordinaire. Nous sommes en train de vivre une rencontre entre monde musulman et monde occidental qui n'a jamais eu dans l'histoire une telle ampleur. Parce qu'on ne peut pas le comparer à l'Andalousie ou à d'autres choses, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on est devant, suite aux migrations de travailleurs, un phénomène inattendu d'une coprésence dans les mêmes espaces de musulmans et non-musulmans. C'est un phénomène totalement inattendu qui a pris tout le monde à dépourvu. C'est une rencontre nouvelle qui nous met au défi de penser. Une rencontre qui a des clivages, parce que d'une part, il y a un mouvement, un cheminement tranquille de musulmans et non-musulmans, et d'autre part, persistent des logiques de rivalité, de logiques géopolitiques de rivalité, de logiques que ce soit du côté du monde musulman ou du côté aussi non-monde musulman. Quand des jeunes, mais je reviendrai, quand des jeunes me disent, et moi je dis une chose, ce que je pense de la Syrie et de l'Irak, mais eux me disent en contrepartie, oui, tu me racontes une partie de l'histoire, mais il y a une autre partie de l'histoire de la Syrie et de l'Irak, qui est celle de, voilà, et alors ils ressortent tout ce qui ressort, la colonisation, l'invasion américaine en 2002, en 2003, etc., qui a ouvert une boîte de Pandore, qui n'a seulement pas ouvert une boîte de Pandore, mais il a créé les serpents aussi, qui sortaient de la boîte de Pandore. Et donc, il ne s'agit pas là. Et alors, ne parlons pas sur la question israélo-palestinienne, qui est une sorte de, parfois prétexte, mais en même temps une réalité qui est là et qui est là présente. Et donc là, il y a des questions qui sont la réalité belge. Quand des jeunes disent « mais le décret sur le foulard a rompu la confiance que nous avions à l'égard de l'État belge », qui est un propos que je trouve qui est exagéré, qui n'est pas bon, qui n'est pas exact, mais en même temps il est là. On est devant deux discours qui sont différents. Deux discours donc entre religion et espace public, des discours différents concernant éventuellement et des discours différents concernant l'islamophobie qui devient une sorte de clou d'interprétation de la part de la jeunesse musulmane, qu'à mon avis est en partie erroné, qui est en partie juste, qui est en partie erroné, qu'il faudrait être débattu, et deux discours autour de ça. Donc, je termine alors encore. Cette fois-ci, c'est bon. Alors, dans tout ceci, le débat est quoi? La question devient quoi? Quatre points. Un, malgré tout, on continue à vivre dans une non-connaissance réciproque. Je trouve que une partie des musulmans et une partie des jeunes musulmans n'ont pas encore compris à fond, ou bien ils ne l'acceptent pas, mais parfois je pense qu'ils n'ont pas encore compris le contexte dans lequel ils sont. Et réciproquement, du côté non musulman, on n'a pas encore compris tout à fait. Donc on est là dans une nécessité de continuer à approfondir, mais deuxième point, approfondir, mais reconnaître, mettre les doigts sur les divergences, nommer les choses qui fâchent.
On a trop tourné en rond à partir des catégories du pluriculturalisme et multiculturalisme à s'illusionner qu'il suffisait de faire quelque chose ensemble en surface. Non, 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 non. Je pense qu'il faut aller à fond dans les questions qui fâchent. Mais à fond d'une certaine manière, c'est-à-dire dans un débat franc, dans un débat non d'agression, non de controverse. On a multiplié les controverses autour de l'islam de deux côtés. Controverse, c'est quoi? Moi j'ai raison, toi tu as raison, toi tu me lances à ma figure ta propre raison, mais moi je te lance la mienne, et après on recommence et on continue comme ça. Sur le foulard islam, il n'y a jamais eu de débat. Il y a eu des controverses depuis 20 ans. Des controverses. Or, on ne peut pas continuer. Les musulmans ne peuvent plus continuer à ne pas entendre les raisons pour lesquelles il y a une certaine réticence concernant le religieux dans l'espace public. Et simplement accuser cela d'islamophobie. Et donc, d'un côté non musulman, on ne peut plus continuer à ne pas entendre ce que les autres disent. Après, on va voir. Après, on commence mais au moins essayons d'entendre, et puis on débat, chacun en essayant de défendre son point de vue. Donc il ne s'agit pas de lâcher son point de vue, de le défendre, mais entendre l'argument de l'autre. Il me semble que c'est, au fond, c'est cette illusion de l'éthique de la discussion d'Habermas ou des choses comme ça, de dire par l'échange, par la discussion, essayons d'avancer. Et alors, dernier point, c'est vraiment la fin. Un des problèmes que nous avons, c'est que entre les agendas des gens de bonne volonté, d'un côté ou de l'autre, il y a un autre agenda qui est l'agenda des radicalistes, de ceux qui sont radicaux. Et un de nos pièges est ne pas tomber dans l'agenda des radicaux. Ne pas, par exemple, dans cette question, se limiter à continuer, et les médias continuer à parler des gens qui partent au djihad. Ok, dans l'information, assez, on a compris qu'il y a là un problème. Mais ne continuons pas à ressortir. Que les télévisions ne continuent pas à pêcher dans leurs archives qui leur permet de faire des reportages tout compte fait à Bakou et ressortir les mêmes images des jeunes qui partent. Pas pour nier qu'ils partent, c'est pas ça. Mais ne pas rester dans l'agenda, je dirais, du radicalisme, des radicalismes. Hein? Que les jeunes musulmans ne restent pas dans l'agenda des islamophobes, des radicaux qui mettent sur Internet des trucs pour les sortir chaque fois quelque chose, toujours sortir l'exemple de cet hurluberlu qui dans un coin sort des trucs tout à fait idiots sur les musulmans, sur les islams. Arrêtons cette spirale d'accepter de jouer dans la spirale radicale. Voilà, un grand travail, agir avec la patience du temps, en gardant le cap, et dans la situation actuelle, pour ma part au moins, sans toujours bien savoir vers où on va, mais quand même en sachant qu'il faut aller de l'avant avec la bonne volonté. Merci beaucoup, excusez-moi. C'est ce que du côté du discours radical qu'on peut localiser dans un certain espace de sens à l'intérieur du monde musulman, on peut le localiser dans des groupes, c'est ce qu'ils disent. Comme toujours, avec des fondements quelque part dans les textes sacrés, et ces textes étant, comme tous les textes historiques qu'on peut trouver, des textes qui ont un peu de tout, quoi, hein, et dans lesquels les croyants puisent au fur et à mesure ce qui leur sert dans le contexte où ils sont. Et là, il y a aussi en lien à une histoire particulière, mais il y a des meilleurs spécialistes que moi de l'islam ici, qu'il y a dans l'histoire particulière du développement de l'islam, on trouvera des versets, des passages qui contiennent cela. D'où toute la question aujourd'hui pour l'islam, qui est celui de toutes les religions, celui de l'interprétation des textes aujourd'hui, quoi. Et c'est clair que si on les lit à la lettre, on peut alors trouver certaines choses et certains discours. Mais cette accentuation, elle est particulièrement présente. Non, moi je l'ai citée parce qu'elle est mise en avant. Moi je la trouve, je me mets dans la peau d'un jeune qui surfe sur Internet et je tombe, et j'insiste de travailler. Je ne connais pas l'arabe, comme la plupart des jeunes ici, et je lis en français, et je vais sur le site Internet et je trouve ce type de texte. Je trouve, par exemple, récemment, ce développement important autour de haine-amour, quoi.
quelque part marquer les jeunes et leur montrer la nécessité de bien se situer dans le monde, quoi, de bon côté du monde, à partir de leur point de vue. Non, c'est dans ce sens-là. Alors, par rapport à ce que vous disiez, monsieur, je suis d'accord en même temps. Moi, je ne suis pas prêt à lâcher l'idée de démocratie. Je ne suis pas prêt, et je parle par rapport au contexte ici, au contexte dans lequel nous vivons. Et je pense aussi par rapport au reste du monde. Moi, je continue à penser, mais je suis tout à fait d'accord que, surtout quand les discours sont devenus faux, et je pense que là, George W. Bush a été une horreur de fausseté de discours autour de l'idée du marché, autour de l'idée de porter la démocratie du marché avec un prétexte complètement faux. Mais en même temps, moi je dis, on est là devant des valeurs. Simplement, ce qui est vrai aujourd'hui, dans le monde globalisé qui est le nôtre, c'est que ces valeurs, et quelqu'un faisait référence aux droits de l'homme, aujourd'hui, non pas pour y renoncer, mais on doit savoir qu'on est dans un monde qui doit prendre compte d'autres points de vue. Et donc on est dans le défi énorme, par exemple sur la matière des droits de l'homme, de réfléchir à la reformulation des droits de l'homme, non pas pour renoncer ce que sont nos droits de l'homme. Allez, par exemple, moi, parce qu'il y a eu, par exemple, sur la matière des droits de l'homme, d'autres déclarations. Il y a eu la déclaration africaine des droits de l'homme, il y a eu 2 déclarations musulmanes des droits de l'homme. Par exemple, la déclaration africaine, moi, il me disait, en la parcourant, une fois je l'avais parcourue, je me suis dit, mais au fond, une déclaration qu'à un certain moment, c'est peut-être à cause de mon âge, mais évoque aussi dans les droits de l'homme le droit des vieux, qui manque cruellement dans la déclaration des droits des humains. Il manque cruellement cette dimension de la prise en compte. Il y a les droits de l'enfant, mais les droits des vieux, on ne sait pas bien ce qu'elle fait. Et la déclaration africaine, me semblait qu'elle mettait l'accent dans la tradition africaine. Voilà, on est devant un monde globalisé, un questionnement nouveau, autour de... On n'est pas arrivé avec nos déclarations de droits de l'homme et notre idée de démocratie à la fin de l'histoire. L'histoire avance, et dans le monde globalisé dans lequel nous sommes, c'est clair, c'est le défi de la jeunesse des années et des décennies prochaines, de voir comment vivre ensemble dans ce monde globalisé. Et je dirais, je disais tout à l'heure, ça ne suffit pas l'unification par le marché. Ça ne suffit pas, ça ne suffit, il y a des organismes internationaux, et ça ne suffit pas non plus cette vague idée, voilà, on est dans un global world, comme ça, dans la global music, il y a tout qui nous regroupe au point de vue de l'expressivité culturelle. Non, l'expression culturelle ne permet pas de bâtir le monde ensemble, elle peut y contribuer. Hein, chanter ensemble, c'est très bien, ça peut être à devenir, mais ça ne suffit pas. Donc je suis d'accord avec vous, mais en même temps, je dirais, non, l'idée de démocratie, l'idée de... sont des idées qui, pour moi au moins, je ne trouve pas mieux, quoi. Et donc, avec tous ces défauts. Voilà. Quant à la terminologie, je suis... oui, on peut toujours... tout dépend de l'usage qu'on va faire des mots. On peut toujours, on peut dire que pour les uns, d'ailleurs, c'est une question que je me posais encore raison, mais on peut dire fondamentaliste, c'est un mot négatif, mais d'autres pourraient dire il est négatif, tout dépend de l'usage des mots, quoi. Hein. Et donc, mais c'est vrai que parfois on caricature. Excusez-moi d'avoir été trop long. Il paraît que nous devons procéder à un échange. On va laisser le micro ici. Mais... Voilà. Voilà.